Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail. Vous publiez Macron, la casse sociale aux éditions L'Archipel. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Filoche, c'est un livre très épais, de près de 400 pages que vous publiez. Vous donnez un maximum de détails, notamment sur les conséquences des ordonnances Macron. C'est une sorte de contre-programme à la politique menée par le président Macron, publié, il faut le dire, au tout début de son quinquennat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce livre, comment vous vous êtes documenté pour le faire? Alors d'abord, c'est la demande de mon éditeur, L'Archipel, Jean-Daniel Belfond, qui me l'a proposé. Et ensuite, je me suis mis à travailler, j'ai lu tout, parce qu'il y a 35 livres qui sont parus. J'ai collectionné tout, ce qu'il y avait sur Internet, petits, moyens et grands articles. Et puis, je me suis dit qu'il fallait pas le prendre un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il faisait un petit peu des photos, des instantanés ou des critiques partielles. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il pouvait représenter sur le fond, politiquement, économiquement, historiquement dans notre pays. Et la lumière est venue quand j'ai lu son livre Révolution. D'abord, le titre est étonnant. Macron qui fait un livre qui s'appelle Révolution. Vous qui avez fait mai 68. Voilà. Et puis ensuite, on m'a-t-on dit, 780 000 euros d'avaloir pour le faire. Il en aurait vendu 250 000. C'était en gros son programme, son petit livre rouge, quoi. Hein. Mais il est pas rouge du tout. Hein. Il est très très blanc et très très creux. Je suis obligé de le dire parce que quand on le lit, on est gêné presque Mais il n'avait pas encore annoncé son programme au moment où il avait publié ce livre. Et naturellement, il avait parlé de sa méthode. Il dit dans ce livre qu'il faut pas de programme. Donc il fallait deviner ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était dans des phrases implicites. J'ai relevé 50 petites phrases, je les appelle les macronades dans le livre, qui sont plus éloquentes pratiquement que le contenu de Révolution. Il dit les jeunes doivent avoir envie de devenir milliardaires. Il dit les jeunes doivent chercher des clients, pas des patrons. Il dit je suis pas là pour défendre les jobs existants. Je veux une société sans statut. Les chômeurs ont qu'à se remuer pour avoir un poste. Enfin, il y en a 50 comme ça, qui sont d'ailleurs très méprisantes. Parce qu'il dit il y a les gens de rien. Voilà. Et il est très, 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 très énarque insultant. Supérieur porte-parole de la finance. Et quand on lit à un moment donné beaucoup ce qu'il dit, on voit. Et il est pour une société post-salariale. Il le dit lui-même. C'est-à-dire que c'est la fin du salariat. Nous entrons dans une nouvelle ère mondialisée où les gens seront indépendants dans leur entreprise. Et l'entreprise est le deus ex machina pour tout. C'est un peu comme les libertariens de l'aile droite du Parti républicain américain. Hein. Et ça a fait un point commun avec Madame Thatcher, parce que il faut débarrasser l'entreprise de ses cotisations sociales, il faut débarrasser l'entreprise de ce qui est un frein, le code du travail, il faut qu'elle cesse d'être embarrassée par l'administration, l'État, les lois de la République, et que les créateurs, les grandes multinationales se sentent absolument libérés pour faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui sont les premiers de cordée, comme il dit très bien, et qui ruissellent ensuite sur le bas peuple, quand il aura fini de transformer notre pays en faveur de cette oligarchie dominante. C'est très concentré, sa pensée. C'est ainsi que vous définissez le macronisme, et en même temps, si j'ose dire, Gérard Filoche, c'est un président qui est pour l'instant très populaire. Il bénéficie d'un certain état de grâce. Il n'y a pas eu de grosses manifestations contre les ordonnances travail. On n'a pas vu les étudiants dans la rue contre la réforme de l'université. En tout cas, c'était marginal. Comment vous expliquez ce décryptage que vous faites du macronisme et la façon dont les Français regardent Emmanuel Macron? Eh ben, je ne ressens pas les choses comme vous. Je pense qu'il est élu par accident, par anomalie, et qu'il occupe une place aussi fragile et éphémère tant que la gauche ne sera pas reconstruite et réapparue, alors que les aspirations profondes de notre peuple sont à gauche et non pas vers lui. En gros, si on regarde sur Macron,
les intentions de vote pour sa propre personne, les sondages, c'était entre 9-13%, quoi, comme Bayrou, voilà, bon, il a bénéficié d'une série de cascades, de bouleversements, de coups de théâtre, quoi. Donc les gens voulaient pas voter Fillon, donc ils ont voté Macron, ils voulaient pas voter Le Pen, donc ils ont voté Macron, et Hamon et Mélenchon ne se sont pas mis d'accord, ce qui fait qu'ils ont pas capté les voix de la gauche, il n'y avait pas une voix unitaire, et par ailleurs Hollande était effondré à cause de toutes les trahisons de son quinquennat. Alors, on pourrait dire que c'est un président par défaut, mais quand il a une majorité à l'Assemblée nationale un mois plus tard, là, on peut dire que les Français ont voté en conscience. Ben, ils ont voté en conséquence, mécaniquement, comme dans la Ve République. On vote pour un président, on vote pour ceux qui le soutiennent ensuite. Mais vous avez vu ce que c'est En Marche. C'est 280 000 clics et 750 membres. Ils en ont eu 750 à Lyon le 18 et 19 novembre. Il y avait la moitié qui étaient des élus, les députés, et l'autre moitié était tirée au sort. Il a fallu les tirer au sort plusieurs fois pour être sûr qu'ils viennent. Qu'est-ce que c'est un clic? C'est pas un militant, c'est pas des adhérents. Et qu'est-ce que c'est le groupe parlementaire En Marche? Demandez à mon ami François Ruffin. Il décrit très bien les individus un par un. Je parle pas de ceux qui font visiter l'Assemblée nationale en faisant payer 110 €. Je parle pas des 2 parlementaires qui s'échangent leurs enfants pour les prendre comme assistants afin de contourner la loi. Je vous dis pas celle qui est chef d'entreprise mais qui est interdite d'entreprise. Je vous dis pas qu'il y a 71 chefs d'entreprise qui ont voté contre le droit du travail. On se demande bien pourquoi, et qu'il y a à peu près sur les 400 députés 370 libéraux. Donc c'est pas vraiment un parti En Marche, c'est une cohorte temporairement levée où on recrute des vendeurs de Tupperware sur curriculum vitae. Mais tout parti qui vient d'être créé au départ vient de rien, si je puis dire. Ce genre de parti, ça meurt aussi vite que c'est créé. Mais il y a d'autres partis qui se créent actuellement. Il y a le parti de Jean-Luc Mélenchon, celui de Benoît Hamon. Mais permettez-moi de vous dire que les organisations traditionnelles reprendront d'une forme ou sous une autre le dessus, ou se retransformeront. À gauche, il faut un grand parti aussi. Vous savez, il faut un grand parti de gauche, pluraliste, démocratique. Les partis qui sont basés sur des personnes et qui sont des cohortes ne peuvent pas tenir. La gauche, par exemple, surtout, la gauche, elle doit être un maillage. C'est un assemblée de militants, d'associations, de syndicats. Le Parti communiste, c'est un parti qui n'est pas basé sur une personne. Ah, bien sûr que non. Et aucun des partis de gauche ne tiendra s'il n'arrive pas à s'implanter dans les communes, s'il n'arrive pas à s'implanter dans les syndicats. Et en fait, il n'y a de possibilité de reconstruire la gauche. C'est pas la voie de Jean-Luc Mélenchon ni la voie de Benoît Hamon. Ils sont des éléments pour la reconstruction, qu'on comprenne bien. Mais c'est pas cette voie-là qui est la bonne. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, Hamon, Mélenchon, Pierre Laurent, les Verts, et que nous voyons comment nous pouvons reconstruire un grand parti démocratique, pluraliste, et qui s'adresse, s'implante, regroupe, appelle les élus, ceux qui sont en place et qui ne sont plus socialistes dans leur immense majorité maintenant. Mais c'est ce que vous avez tenté de faire pendant l'élection présidentielle, Gérard Filoche, sans succès. Oui, absolument. J'ai échoué à mettre d'accord Hamon et Mélenchon, sauf que c'est toujours ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que sans unité de la gauche, il n'y aura pas de victoire. Mais qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis? Le réalisme. Parce que si l'un croit que tout seul, il va reconstruire, il va faire du Macron, il se trompe. Ça ne peut être qu'en s'unissant. J'ai entendu mon ami Jean-Luc, que je connais bien, il se moque de la tambouille et de la logo de ribambelle de logo. Ouais, c'est comme ça qu'il dit. Ouais. Mais la tambouille, excusez-moi, c'est noble. Il faut prendre le temps d'écouter les autres. Il faut prendre le temps de rassembler les sensibilités. Il faut prendre le temps de discuter, de se mettre d'accord. Non pas pour arriver à une unité de pensée, mais pour parvenir à l'unité de l'action. Et donc, en plus, il faut rassembler au maximum. C'est la gauche aujourd'hui, ça doit être plus de 20 partis. Il y a au moins 3 orientations par parti. Je sais pas combien il y en a dans la France soumise, mais il y en a aussi plein. Ça, c'est la plus grande force d'Emmanuel Macron, c'est la division de la gauche. Ah oui, c'est même la seule. Comment disait Jean d'Ormesson, là, qui nous a quittés, il disait « Il n'existe que par la disparition des autres ». Et je crois que c'est ça la vérité, et que s'il y a une solution politique, le rejet des ordonnances Macron anti-travail se verra encore plus nettement, parce que, vous savez, elles sont passées. Il n'y a pas eu de manifestation. Mais je savais, moi, que ça allait être comme ça.
Parce que comme on a manifesté 14 fois contre les lois El Khomri, qu'on a fait venir au moins 3,5 millions de personnes au moins une fois dans les manifestations, qu'on avait 80% de l'opinion avec nous à ce moment-là, et qu'on n'a pas gagné, parce que Valls s'est entêté bureaucratiquement et violemment à maintenir ces lois qui cassaient un siècle de droit du travail. Comme on n'avait pas gagné contre les lois El Khomri, j'étais persuadé qu'on repartirait pas pour 14 manifestations, et les gens le savent ça. Donc ça ne veut pas dire qu'ils approuvent les ordonnances, mais ça veut dire qu'ils cherchent l'occasion, une autre forme pour pouvoir lutter. Et je le pronostique. S'il y a un mouvement de grève assez suffisant, une action assez forte, etc., les gens se rueront sur l'occasion pour à la fois gagner ce qui sera en jeu à ce moment-là et remettre en cause tout ce que sont les ordonnances et le budget pour les riches, les super riches, que Macron nous impose en cette année 2018. Parlons des ordonnances Macron, puisque vraiment vous les expliquez en détail dans ce livre Macron ou la casse sociale aux éditions L'Archipel, Gérard Filoche. Vous pensez que c'est avec le temps, quand les Français vont mesurer les conséquences de ces ordonnances, qu'ils vont s'opposer? Ça commence déjà. Regardez ce que s'appelle RCC, rupture conventionnelle collective. C'est renvoi comme des chiens, c'est les mêmes initiales. On voit partout. À PSA, l'employeur peut se permettre de supprimer 2300 postes et puis d'en prendre 1400. Vous voyez, c'est qu'on peut débaucher et embaucher en même temps. C'est ça la nouveauté terrible de ces ordonnances, c'est que le patron maintenant peut faire avec les salariés comme des pions. Il en vire d'aucuns et il en prend d'autres. Il trie. Le tri maintenant des salariés. Il n'y a plus de garantie même légère pour un CDI, puisqu'il y a des contrats de mission maintenant. Alors les contrats de mission, les gens ne savent pas encore beaucoup, mais ça se met en place lentement. C'est des CDD sans D et des CDI sans I. C'est-à-dire, avant le CDD, vous saviez jusqu'à quand ça durait, malheureusement. Maintenant, ça vous savez pas. Vous voulez dire que c'est un CDI qui peut s'arrêter brutalement? À tout moment, vous êtes chargé pour une mission, et ça vous pose des inconvénients, parce que si vous travaillez trop vite, vous raccourcissez votre durée de salaire. Si vous travaillez trop lentement, le patron va dire, bon, la mission est terminée, au revoir, il n'a même pas de formalité à remplir, il n'a pas de lettre de licenciement à faire. Puis s'il avait des lettres de licenciement, de toute façon, le gouvernement l'aide. C'est un gouvernement licencieur, pas seulement parce qu'il supprime 500 000 emplois aidés, pas seulement parce qu'il annonce de supprimer 120 000 fonctionnaires, mais parce qu'il permet les licenciements partout. Il a même fait 6 lettres types de licenciement pour que les employeurs ne se trompent pas quand ils vous vident. Et même, ils ont rajouté quelque chose au cas où les employeurs peuvent pas lire les 6 lettres de licenciement. Ils ont rajouté le droit à l'erreur dans les ordonnances. C'est-à-dire que le patron peut vous licencier pour une cause, arriver devant les prud'hommes, vous le convoquez, et ben, il dit non, je me suis trompé, c'était pas pour ça. Toute votre procédure tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il facilite la débauche, et il facilite le tri à l'embauche pour que l'employeur puisse dire à 55 ans, je vous vire, puis je prends un petit jeune que je vais prendre d'abord en CDD ou en intérim, puis après, quand je vais bien l'avoir testé et bien fait courber les chines, que je suis sûr qu'il se syndiquera pas, je le prendrai en CDI. Mais Gérard Filoche, même si vous accusez ces ordonnances d'être des lois qui provoquent des licenciements, sur le long terme, est-ce que ça peut entraîner une baisse du chômage? Mais en aucune façon. C'est des ordonnances chômage. D'ailleurs, on le voit. La preuve du pudding, c'est quand on le mange. Quel est le premier résultat des ordonnances? C'est le chômage. Et je vais pas vous citer que PSA, je vais vous citer, moi, je sais pas, Téléperformance, Auchan, il y a une liste de 10, 15 entreprises qui sont concernées en ce moment, où les patrons se disent, c'est peinard. Je n'ai plus à me justifier pour un licenciement. Je n'ai plus à consulter, les syndicats. Je fais une rupture conventionnelle, je mets de l'argent sur la table. Les salariés en face de moi disent c'est pas suffisant. J'en remets un tout petit peu. Ils me disent bon, je peux pas faire autrement. Ils s'en vont et ils se débrouillent. Ils n'ont pas besoin d'être formés, pas besoin d'être reclassés. Je peux m'en séparer à 55 ans, même si la retraite va devenir à 65 ans. Et puis je prends le petit jeune à moins cher à la place et je remplace ce que je veux des ouvriers par des commerciaux. Je fais comme je veux avec ma main d'œuvre. Nous ne sommes plus que des pions, des Kleenex à la suite de ces ordonnances. Nous ne pouvons plus nous plaindre aux prud'hommes. Vous avez vu que les saisines des prud'hommes, c'était que 1% des salariés. 1% des salariés allaient au prud'homme. 180 000 plaintes sur 18 millions de salariés, c'était rien. Ils en ont fait tout un drame. Mais même maintenant... En même temps, il n'y a pas 18 millions de problèmes pour chaque salarié. Oui, mais enfin, moi, j'ai été inspecteur du travail pendant 30 ans. Mon expérience, c'est qu'il y a la place pour 3 ou 4% des salariés au moins. Ils se plaignent. C'est parce que les autres ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la connaissance, ils savent pas comment faire pour aller au prud'homme. Et là, il y en a en plus 40% qui ont diminué, qui ne le font plus. Les prud'hommes sont en chute comment dire, les indemnités qu'on peut avoir sont plafonnées.
C'est d'ailleurs ce qui est illégal du point de vue européen, parce que la Cour de justice européenne n'accepte pas ça, l'OIT non plus avec la convention numéro 158, et donc il y a toute une série de choses sur lesquelles il y aura des terrains de bataille. Est-ce que je dois vous ajouter que, par exemple, que maintenant, il n'y a même plus besoin d'être syndiqué pour se faire désigner, mandaté dans une entreprise de 20 à 50 salariés. Le patron désigne son neveu, ou il désigne le comptable, puis il signe un accord d'entreprise avec. Il le désigne, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, voilà, c'est toi, tu viens, on va faire un accord. Et puis il signe un accord, il décide de travailler 45 heures s'ils veulent. Parce que Hollande a déjà cassé les 40 heures de Blum, les 39 heures de Mitterrand et les 35 heures de Jospin. Mais Macron, il permet maintenant que même le repos quotidien soit sécable. Écoutez beau ce mot, sécable. Macron, il a réuni tous les policiers, tous les gendarmes et les préfets le 25 octobre dernier, je crois, 19 octobre, et il leur a dit, c'est fini du repos quotidien. Moi, j'étais devant moi. Le repos quotidien, c'est 11 heures. C'est une directive européenne. Vous avez un président de la République qui se dit européen, qui dit qu'il faut obéir, etc., etc. Le gars, il dit, non, maintenant, vous allez plus avoir 11 heures pour vous reposer dans la journée. Mais ce qu'on est là au 19e siècle. Et les ordonnances, c'est un retour au début du salariat, c'est-à-dire les tâcherons, les loueurs de bras, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, mais qui vont même plus avoir maintenant les cotisations sociales avec, puisque le but actuel de Macron, c'est de supprimer le salaire brut. C'est-à-dire d'enlever quelque chose comme 470 milliards de protection sociale qui est payée par le patronat. On va parler de ce point puisque c'est y a plusieurs pages. Excusez-moi, c'est entre autres dans la 6e ordonnance pour nos auditeurs. Les auditeurs savent pas. Hein. On leur a dit il y a 5 ordonnances. Généralement, le contenu est peu connu et il y a eu peu de débat sur le fond, quoi qu'ait dit Macron. Mais ils ont nommé une 6e le 28 novembre dernier, qui est pire que les 5 premières, sur laquelle il n'y a eu aucune discussion. Parce que même le Parlement n'était pas concerné. La ratification des ordonnances, c'est le gouvernement qui tient la plume, il met ce qu'il veut. Et ce qu'a mis Macron dans les ordonnances, c'est du diable, c'est du poison, c'est du venin. Ça va se distiller mois après mois contre les travailleurs, ils vont le voir dans l'entreprise, quand ils vont plus avoir de code du travail, quand ils vont plus avoir de loi républicaine, quand on est soumis aux désidératas de chaque entreprise, et que maintenant on va même plus leur payer les heures supplémentaires. Alors Gérard Filoche, dans votre livre, vous vous demandez si on va vers la mort du salaire brut. En janvier 2018, puis en octobre, les salariés du privé devraient voir leur salaire net augmenter. Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous? Parce que le salaire brut, c'est le vrai salaire. Si on vous donne 20 euros de plus sur votre net, puis qu'on vous enlève 200 euros sur votre brut, c'est vous qui perdez, c'est moins 180. Parce que le salaire brut, c'est un salaire différé. C'est, comment vous dire, le salaire net, c'est ce que vous touchez au mois le mois, vous vivez avec. Le salaire brut, c'est ce que vous touchez pour vivre toute la vie. Quand vous êtes en recherche de logement, en recherche de famille nombreuse, quand vous êtes en accident du travail, quand vous êtes en maladie, quand vous êtes au chômage, ou quand vous êtes en retraite. Donc le salaire brut... C'est la solidarité. Le salaire brut, c'est une partie du salaire qui est différée, mise dans un pot commun, et redistribuée à chacun selon ses besoins. C'est ce qu'il y a de plus beau en France. D'ailleurs, c'est le principal budget du pays. Vous savez, le budget de l'État, c'est 300 millions. Le budget de la protection sociale, c'est 470 millions. Je vous donne quand même la comparaison. Et ce que veut faire Macron, c'est alléger les 470 millions pour que ce soit plus les patrons qui les versent. La particularité de notre système depuis 1945, c'est que les patrons vous payent pour vivre à votre net, mais ils sont obligés de vous payer pour revivre, pour que vous veniez travailler le lendemain, après avoir nourri vos enfants, après avoir eu un toit, et avoir la possibilité d'avoir un peu de loisirs, et puis de vous soigner, et puis de vous, etc. Ils vous payent une partie pour reconstruire votre force de travail. C'est le salaire brut. Et là, Macron veut enlever ça. C'est un recul terrible. Mais c'est difficile à comprendre pour les gens qui vont voir leur salaire net augmenter. Parce que pendant des années, le salaire net, il augmente très peu, hein. C'est dérisoire. Et même parfois, les différences, on est en train de tous d'étudier nos feuilles de paye. J'appelle tout le monde à regarder sa feuille de paye pour voir ce que ça veut dire en pratique. Vous savez, il y a un grand film de Gilles Pontecorvo qui s'appelle Quémada. Oh, il est vieux, mais il était avec Marlon Brando, voilà. Et c'était sur la libération des esclaves. Et les propriétaires terriens à Haïti voulaient pas libérer les esclaves. Et Marlon Brando, il dit si, mais faites-le, réfléchissez. Les salariés, ça vous coûtera moins cher. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Tandis que l'esclave, vous payez l'enfant, il travaille pas. Vous payez le gars qui est malade alors qu'il travaille pas. Vous payez le vieux alors qu'il travaille plus. Réfléchissez avec les salariés, vous aurez plus besoin de faire ça. Ça sera moins coûteux. Et les propriétaires terriens renoncent à l'esclavage avec cette promesse. Mais le salariat, en 170 ans, depuis Marlon Brando, il a gagné ce que les esclaves avaient.
C'est-à-dire le toit, le logement, l'éducation, la jeunesse, et les patrons étaient obligés de remettre la main à la poche. C'est ça qui est en jeu. C'est que Macron est en train d'enlever ça. Ça va passer à l'impôt. Mais à l'impôt, la différence entre la cotisation et l'impôt, c'est que la cotisation, elle est préaffectée. Elle peut pas servir à autre chose que ce pourquoi elle a été cotisée. C'est-à-dire la maladie, ou la retraite, ou le chômage. Et si ça rentre dans le budget de l'État, vous pourrez chaque année moduler comme vous voulez, parce que ce sera pas une cotisation préaffectée. Et vous pourrez utiliser l'argent, je sais pas, de la retraite pour faire la guerre, j'en sais rien, en Syrie, en Libye ou ailleurs. Et puisque maintenant il y a 300 milliards dépensés pour le budget de l'armée. Et donc le transfert de la cotisation sociale que les patrons n'auront plus à payer à un impôt que nous paierons à la place des patrons est un recul historique de 70 ans. Macron, c'est Madame Thatcher. Macron, c'est le pire ennemi de ce qu'on a eu depuis 1945 en France. C'est l'ennemi du programme du Conseil national de la résistance. C'est l'ennemi des jours heureux. C'est l'ennemi du salariat. D'ailleurs, il le dit. Il veut plus de salariés. Il veut tout le monde que soit Uber, tout le monde soit Ryanair, tout le monde soit indépendant, tout le monde soit avec un contrat commercial, qu'il n'y ait plus de statut. Et c'est en ça qu'il est terrible, parce qu'il est passé un peu comme un putsch d'un homme de cabinet. Il n'est pas installé, je ne crois pas à l'existence de son parti En Marche, mais il nous fait très mal. Il est totalement au service de la finance, du CAC 40 et du MEDEF. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail. Vous publiez Macron ou la casse sociale aux éditions L'Archipel. Alors, vous dites que les salariés représentent une véritable force qui s'ignore. Vous écrivez même que jamais le salariat n'a été aussi puissant. Ah oui, oui, oui. Vous savez, il y a des journaux qui s'interrogent. Je m'étonne qu'ils puissent le faire avec autant de culot. Est-ce que c'est la fin du salariat? Est-ce que le salariat n'est pas en train de disparaître? Est-ce qu'on pourrait faire mieux que... Mais c'est une absurdité totale. En France, 90% des actifs sont salariés. Et 98% de ces salariés gagnent moins de 3 200 euros. Le salaire médian est à 1 700 euros et vous avez encore 9 millions qui sont en dessous de 900 euros. Le salariat, il s'est développé depuis 5 décennies. En 1945, en France, c'était même pas 55% des actifs. Maintenant, 90%. Puis c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. L'OIT, Organisation internationale du travail, elle dit qu'il y a 1 milliard de salariés le plus sur la planète depuis les 30 dernières années. Le salariat se développe en Inde, il se développe au Brésil, il se développe en Chine. Et d'ailleurs, en Inde et au Brésil, c'est avec une protection sociale qui est liée au salaire. Ce que Macron veut détruire ici en France. Alors quand Macron se fait le porte-parole d'une société post-salariale, je me demande sur quelle planète il habite. Et d'ailleurs, c'est ça son drame. Il va être battu, je vous le pronostique, parce qu'il croit au post-salariat, alors que le salariat est en plein développement. Et le salariat va battre Macron, politiquement, économiquement, et va reconquérir ce qu'il est en train d'essayer de lui enlever avec les ordonnances et toutes les mesures antisociales que Macron prend. Vous parliez tout à l'heure de la société Uber. Des jeunes des quartiers populaires ont pu trouver du travail grâce à cette application. Mais effectivement, les conditions de travail sont très difficiles. Je vais vous les décrire, moi. Parce que j'ai discuté avec des chauffeurs. Je suis même allé à leur meeting quand ils étaient quelques centaines place de la Bastille ou quand ils ont déposé leur dossier aux tribunaux prud'hommes pour essayer de requalifier leur contrat de travail. Alors comment justement c'est simple, un jeune 25 ans, un jeune. Je monte 23 heures le soir. Je lui dis combien de temps vous travaillez? Le gars il me dit 20 heures. Je dis mais vous avez tenu? Il me dit oui, mais je me tiens, il faut que je gagne de l'argent, Ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans ma voiture. Je dis mais vous tenez le coup? Il me dit j'ai un peu de truc à l'estomac mais je tiens le coup. Je dis mais votre vie? Il me dit ma copine m'a quitté. Je dis mais vous payez les cotisations sociales? Il me dit non, je peux pas parce que j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines, j'ai payé 1 600 euros pour réparer la voiture et je voulais demander à Uber. Ben non, Uber ne paye pas ça. On n'imagine pas travailler dans ces conditions pendant 20 ans. 110 heures. 110 heures par semaine. Et à la fin, il n'aura que 1 200 euros et pas de protection sociale et pas de retraite. Mais c'est pire que l'esclavage, là, pour le coup. Parce que le gars, en plus, comme il est pas riche, il a 25 berges.
Il a même pas pu acheter sa voiture en leasing et puis faire. Donc c'est un intermédiaire qui l'a acheté pour lui, qui l'a lu sous loup et qui lui retient 100 € par jour avant de commencer à travailler. Donc c'est une surexploitation. Si la gauche était au pouvoir. Je vais vous dire, Ryanair, vous savez, la compagnie d'aviation. Les hôtesses de l'air sont auto-entrepreneuses. Les pilotes sont auto-entrepreneurs. Le temps de travail d'une hôtesse de l'air commence quand les roues de l'avion ont décollé du sol. Mais je peux vous en montrer d'autres, parce que maintenant, il y a des auto-entrepreneurs qui font des sandwichs. Il y a des auto-entrepreneurs qui font tailleurs de pierre. Il y a des auto-entrepreneurs dans toutes les catégories. C'est en fait des gens qui ont remplacé. Alors, c'est pas leur faute. Un contrat de travail par un contrat commercial. Ça existe notamment dans l'audiovisuel. Bien sûr. Bien sûr, moi j'ai vu une journaliste dans le Vaucluse, elle vient me voir, elle me dit, Monsieur Filoche, je fais le papier sur vous, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mon patron, il m'a demandé d'être auto-entrepreneuse pour publier. Mais évidemment, c'est une dégradation. C'est ça que j'appelle revenir au 19e siècle. Alors vous me dites, et d'ailleurs, Macron, il sait ce qu'il fait, parce qu'il a dit, oh mais moi je veux pas supprimer les VTC, parce que je veux pas qu'ils retournent dealer à Stein. D'abord, je vous dis pas le mépris. C'est vraiment un mauvais type, ce Macron, hein. Très mauvais de pouvoir parler comme ça des gens. Mais deuxièmement, mettre les jeunes entre ce type d'esclavage et l'exclusion de la société, c'est tellement terrible. Alors c'est facile, parce que Uber, il a été battu en Californie, il a été battu à Rio, il a été battu à Londres, il a été battu à Madrid. C'est-à-dire que ces contrats sont requalifiés en contrat de travail. Comment on pourrait faire en France? Mais en France, c'est facile. Si Macron n'avait pas fait sa loi le 8 août 2015, qui fait passer ce type de contrat vers le droit civil et le droit commercial au lieu de le passer plutôt en droit du travail, eh ben on aurait immédiatement la possibilité, comme inspecteur du travail, comme je l'ai été pendant 30 ans, de verbaliser Uber en disant vous allez le payer normalement, il pourra pas travailler plus de 10 heures par jour, et puis vous allez payer la cotisation sociale qui va avec. C'est parce que Macron est un complice d'Uber qu'Uber existe. Si Macron est un complice de Ryanair, mais regardez Ryanair, ça bouge. Parce que Ryanair a dit que pour les avions qu'il aurait sur le sol français, il s'appliquerait le droit français. Ah bon? Au bout de 5 ans, ils se sont mis les milliards dans la poche avant de respecter le droit du travail français. Mais Uber, c'est pareil. Parce que comme ils ont quand même leurs salariés, pas leurs salariés, je sais pas comment dire, leurs dominés, leurs surexploités, les pauvres jeunes qui font ça à VTC, qui résistent un peu, il a été obligé de dire qu'il y aurait une durée maximale du travail quotidienne. Ah bon? S'il y a une durée maximale du travail quotidien, ça n'est plus un contrat commercial, c'est un contrat de travail. Donc on peut faire revenir les 3 années ou les 4 années précédentes à Uber en lui demandant les cotisations sociales qu'il n'a pas payées. Uber s'est fait des milliards en pillant les jeunes de Stein, avec la complicité de Macron, de sa loi du 8 août 2015, des lois El Khomri et des ordonnances qu'il vient de faire. Alors, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre non plus pour les start-up. Pour quelle raison? Qu'est-ce que c'est une start-up? La France, une start-up? Enfin, on connaît le capitalisme dans le monde. Il a jamais été aussi concentré. Il y a 427 multinationales qui font plus de la moitié de la planète. En France, nous avons 58 multinationales et 1000 entreprises qui font 50% du PIB. Qu'est-ce que c'est que cet animal bizarre, là? Macron qui dit qu'il va faire de la France une start-up. Il veut des entreprises, mais j'ai été, comment dirais-je, 15 ans inspecteur du travail dans le 3e arrondissement, c'est le 3e arrondissement. Bon, oui, bien sûr, tous les commerçants chinois sont des start-up, hein, je peux vous le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites entreprises? Des petites entreprises liées à Internet, au développement numérique. C'est Internet. D'abord, il y a une bulle Internet. Deuxièmement, même ce qu'il y a là-dedans ne fait immédiatement bouffer parce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, et puis Apple. Et qu'est-ce que c'est ces 4 boîtes-là? Excusez-moi, c'est des boîtes qui ne payent pas d'impôts, qui piétinent le droit républicain, qui collectionnent les données sans aucun contrôle et qui manipulent comme ils veulent toute une série de décisions. Ce qu'il faut faire, c'est ces boîtes-là, c'est les mettre sous contrôle, de même que les autres grandes entreprises. Parce que ce qui compte dans l'économie, c'est les grandes entreprises. Excusez-moi, c'est l'acier, c'est ArcelorMittal, c'est Sanofi, c'est Alstom, c'est PSA, et toutes ces entreprises-là. Il y a des problèmes maintenant avec? Vous avez vu Lafarge qui va négocier avec Daesh au Moyen-Orient. Vous avez vu le scandale qu'il y a maintenant avec Pinot, qui détourne pratiquement je ne sais plus combien de millions d'euros avec un complice italien qu'il détourne des finances françaises. Vous avez vu Sanofi. Je n'ai pas lu ça encore. Vous avez vu Sanofi qui licencie alors qu'ils font des milliards. Vous avez vu Airbus qui a un carnet de commandes pendant 10 ans et qui supprime 1134 postes. On ferait mieux de s'occuper de ça, de PSA, qui va donner 2,5 milliards à ses actionnaires le 1er mars dernier et qui supprime 2300 emplois. Donc en vérité, l'économie, c'est pas ce dont parle Macron, c'est un leurre.
les start-up, c'est les grandes entreprises, c'est les grandes banques. Les grandes banques françaises, elles ont 8 000 milliards d'actifs. Pourquoi on s'en prend pas à elles? Pourquoi on cherche à leur rembourser une dette qui n'existe pas, qui n'est pas légitime? Alors, Gérard Filoche, on entend votre colère. C'est pas de la colère, c'est de la passion sur une argumentation économique. Moi, les économistes atterrés, j'en fais partie au sens, et ceux qui ont défendu le droit du travail pendant presque un siècle, je m'en sens les héritiers. Contre ça, j'ai quelque chose, c'est vrai, j'ai quelque chose contre ce que représente Macron. C'est comme si ce gars-là était sorti d'une imprimante 3D que le MEDEF, dont les MEDEF a fait les plans. Avec les banquiers derrière et les 9 milliardaires qui possèdent 95% des médias. C'est un artifice. Mais c'est un artifice qui fait mal. C'est un artifice qui est en train de casser notre pays. C'est un artifice qui est en train d'enlever toute notre tradition sociale. C'est un artifice qui s'attaque au salariat au nom d'une utopie absurde. Les start-up, les indépendants, qui ne font que moins de 10% du pays. C'est l'homme des, je vais pas ironiser avec eux parce que les pauvres, ils ont pas le choix, encore une fois, mais des marchands de crêpes. C'est pas l'homme du développement technologique de l'industrie. Il le dit, d'ailleurs, je suis pas là pour défendre les emplois existants. Donc c'est l'homme, en fait, d'une mutation terrifiante pour notre pays. Il faut nous en protéger. Et des siens, et tous ceux qui travaillent en équipe avec lui de façon jupitérienne, non démocratique, par coup de force, qui vont casser nos retraites l'année prochaine. Donc, moi, je décortique dans mon livre tout ça. Alors, je dis pas les choses en l'air, ni par passion, je le fais de façon chiffrée, méticuleuse, sur la base de documents, de dossiers, du budget qu'il a fait. J'ai fait 400 pages, parce qu'il y a de quoi faire. Faut apprendre pour combattre Macron et proposer une alternative sur tous les terrains, ce que je fais aussi. Alors, vous décortiquez les ordonnances Macron, vous décortiquez sa présidence, et en même temps, nous sommes à la fois des citoyens et aussi des consommateurs. Quand vous voyez, par exemple, qu'un hypermarché se débrouille pour avoir de moins en moins de salariés pour que le client encaisse lui-même ses produits. Je sais qu'il y a Amazon qui est en train de tester une sorte de bracelet électronique où il n'y aurait plus du tout de caisse. Est-ce qu'on a les moyens, collectivement, de lutter contre ces innovations technologiques destinées à nous faire gagner du temps, mais qui sont destructrices d'emplois? Est-ce qu'on doit admettre le fait qu'il va y avoir des destructions d'emplois, ou est-ce qu'il faut le refuser? Prenons Carrefour, elles nous font pas gagner de temps. Elles nous font travailler à la place des salariés gratuitement, de façon bénévole. C'est nous qui allons faire nos comptes, c'est nous qui allons tout faire, et en même temps, il y aura même plus de vie humaine, on ira directement du produit. Et les consommateurs le font? Mais les consommateurs, ils le font quand ils n'ont pas le choix de faire autrement. Mais en vérité, on les surexploite à leur tour. Et donc, il y a quelque chose avec Carrefour. D'ailleurs, les salariés sont en mouvement, ils se battent. Et ils ont raison, de la même façon que quand on essaie de traiter nos plus âgés dépendants dans les EHPAD de façon absolument comme si c'était des chiens à jeter, les salariés se battent aussi, et on va pas laisser faire de cette façon-là. Il y a une solution, bien sûr, pour faire que le développement technologique, que les plateformes numériques et que tous les progrès qui sont envisageables se fassent à l'avantage des salariés et du consommateur. C'est qu'il y a une baisse de la durée du travail. Vous êtes partisan de la semaine de 32 heures. De 32 heures, et je vois qu'en Allemagne, ils se battent pour 28. Mais je le dis à tout le monde, c'est la seule issue. Il n'y en aura pas d'autre. Un jour, ce sera 24 heures. Et un jour, ce sera 20 heures. Parce que c'est bon que nous ayons des progrès technologiques. Regardez, d'ailleurs, chaque progrès n'a pas supprimé d'emplois, il en a généré d'autres. Parce que ça fait quand même un siècle qu'on a eu l'automatisation, la mécanisation, l'informatisation, et que maintenant c'est la numérisation, mais ça crée d'autres emplois, mais ça en crée. Et donc en vérité, si on partage le travail, c'est une comète en expansion infinie. Quand Benoît Hamon a proposé le revenu universel, c'était une façon de reconnaître que nous allons vers beaucoup plus de chômage et qu'il va falloir trouver des solutions. Et ben voilà un objet de discussion avec mon camarade Hamon, et c'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui s'appelle Gauche démocratique et sociale, qui va discuter avec les autres composantes de la gauche, Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, et qui va pas dire ça. Je ne dis pas ça. Je dis le travail est une comète en expansion infinie pourvu qu'on le partage. Je ne suis pas pour un revenu universel, je suis pour un salaire pour tous. Je suis pour que chacun ait une fonction dans la société, un emploi, pas forcément aliéné, mais un emploi, et qu'il n'y ait pas deux catégories d'humains, ceux qui auront un travail et ceux qui n'en auront pas.
Je veux que les gens travaillent de moins en moins sur la semaine et sur la vie. Donc là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas favorable au revenu universel. Oui, quand il est pour la réduction du temps de travail, je suis content qu'il le dise, parce que c'est le bon chemin. J'ai défendu les 35 heures, je me rappelle avoir convaincu Jean-Luc Mélenchon à l'époque de l'importance de cette question, du temps de Lionel Jospin, et c'est la loi la plus avancée au monde, celle de Lionel Jospin. On regrette Lionel Jospin quand on a eu le quinquennat maudit de François Hollande, hein. Et donc, il faut aller vers la réduction du temps de travail, et c'est de cette façon-là qu'on aura un salaire pour tous. Et que tous les gens auront... Vous savez, Jacques Attali, par exemple, il dit seule l'élite sera salariée. Et qu'est-ce que seront les autres? Ils toucheront un revenu universel, mais qu'est-ce qui va se battre pour ces droits? Le revenu universel, il sera à 1 000 euros, et les autres seuls auront des salaires plus importants ou un partage des richesses différent. Je suis pour que tout le monde ait le droit et qu'on se trouve dans une même position sociale. Même si c'est pour faire de la peinture et pas pour être éboueur. Mais quand on est éboueur ou qu'on fait de la peinture, il n'y a pas besoin de le faire 40 heures, 46 heures, 50 heures, 60 heures comme aujourd'hui. Vous avez en France 6 millions de gens qui travaillent 60 heures et 6 millions de gens qui sont au chômage. C'est un partage à la Mad Max du travail. Moi, je suis pour un partage civilisé, organisé du travail. Gérard Filoche, vous êtes favorable à l'augmentation du SMIC. Vous dites que c'est possible. C'est possible, y compris dans les TPE. Mais la France n'a jamais été... Commençons simplement. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Jamais. 600 millions d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 500 familles qui possèdent 460 milliards d'avoirs. Vous avez 80 milliards de fraude fiscale. Vous avez 100 milliards blanchis par les multinationales. Alors vous me posez la question pour les petites entreprises. Mais comment ça marche dans notre pays? Ça marche par le fait qu'il y a 1000 entreprises qui décident de tout. Elles font 50% du produit intérieur brut, je ne le redirai jamais assez. Et vous avez 80% des entreprises qui sont sous-traitantes. Et ensuite, vous avez 1 million de petites entreprises, de moins de 10, qui sont totalement dépendantes, où le petit patron n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir de s'auto-exploiter lui-même, et il va travailler 12 heures ou 14 heures par jour. Pourquoi? Parce que les commandes viennent d'en dessus. Et celui qui commande, ça va être la moyenne entreprise, et tout au-dessus, c'est les 1000. Et elle fixe les prix. Et si le petit boulanger il a du mal, c'est parce que les métallurgies lui fait payer cher son pétrin, ou parce que l'agroalimentaire lui fait payer cher sa farine. Et donc ça vient d'en haut. Et donc ce qu'il faut, c'est plus de régulation, que les entreprises sous-traitantes soient protégées des grosses, que les petites soient protégées des moyennes, et qu'on ait une organisation, puisque là on va parler avec Macron de la société, entreprise, qu'est-ce que c'est, etc. Enfin, moi j'ai des propositions en matière de sous-traitance. C'est que les donneurs d'ordre soient responsables de tout ce qui se passe sous leurs ordres. C'est qu'on facilite la reconnaissance des unités économiques et sociales. C'est que l'entreprise sous-traitante elle soit alignée sur la convention collective du donneur d'ordre le temps de sa mission. C'est-à-dire qu'il y a des changements à faire dans les rapports entre entreprises qui protégeront les petites et qui empêcheront les grandes de piller des milliards pour aller les planquer à Panama. Gérard Filoche, qu'est-ce que vous pensez du télétravail? Mais le télétravail, il est une petite partie de l'activité, bien sûr. Vous savez qu'il n'est pas si dépendant que ça. C'est comme les dentelières du 19e siècle. Il y avait beaucoup d'usines de textiles, puis il y avait quand même des dentelières à domicile. Le télétravail est aujourd'hui le travail des dentelières du 19e siècle. Gérard Filoche, en novembre dernier, le PS a annoncé qu'il votait votre exclusion à la suite d'un tweet à caractère antisémite. Puis vous avez vous-même annoncé votre retrait du PS le mois dernier. Est-ce qu'on peut revenir sur ce tweet? Vous vous êtes défendu de tout antisémitisme. Il y a une pétition en votre faveur qui a été publiée. Vous avez affirmé avoir mal regardé ce photomontage. Vous regrettez ce qui s'est passé? Bah, évidemment. J'ai été 10 heures le soir, j'ai envoyé un photomontage à toute vitesse sans regarder le deuxième plan. Le premier plan me plaisait bien, le deuxième plan, quand je l'ai découvert, il était catastrophique. C'était évidemment une connotation antisémite. Et le deuxième plan, on m'a appelé chez moi, c'est mon fils, il m'a appelé 40 minutes après, il m'a dit « Attends, papa, t'as pas vu ?» Je l'ai enlevé tout de suite. Donc c'est une bévue qui a duré 40 minutes, je vois pas pourquoi on m'en parle 40 jours après. Moi, je hais le racisme, je hais l'antisémitisme. Je suis un militant depuis 50 ans contre le racisme et l'antisémitisme. Il n'y a aucune illusion à entretenir, quoi. Bon, j'ai vu des gens qui se précipitent là-dessus pour me taper dessus, mais c'est eux qui sont de mauvaise foi. Et parfois, ça m'étonne parce que moi, je l'ai enlevé au bout de 40 minutes et eux, ils reproduisent sans arrêt le photomontage. Et ils devraient s'en méfier de faire de la publicité pour ça. Et c'est pas rendre service au combat contre l'antisémitisme que de choisir des mauvaises cibles.
Et je préfère participer. Je suis à la naissance des SOS Racisme. Ça fait 50 ans que je faisais mon premier tract contre le racisme qui tuait. J'ai élevé mes enfants. Ils m'en parlent encore. Ils me disent « Tu nous as forcé à voir Nuit et brouillard 3 fois et on t'accuse de ça maintenant, papa ?» Évidemment que non. Personne ne peut croire une seconde que je suis antisémite. Je suis un militant contre l'antisémitisme. Ensuite, après, l'exclusion du PS. Alors là, c'est le problème du PS décomposé aujourd'hui. Il paraît que moi je me suis fait raconter le Bureau national, j'aurais voulu y être. J'étais en province, j'avais envoyé une lettre pour dire attendez, écoutez-moi, je vais vous. Ils n'ont pas voulu parce que ce qu'ils voulaient se débarrasser, c'était d'un opposant de gauche. Ils savaient bien que j'étais pas antisémite. Il n'y avait pas un seul qui avait la moindre crainte là-dessus. Il paraît que le Bureau national, il n'y a même pas eu de vote, il n'y a pas eu de motion. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé de me défendre, ils se sont fait rabrouer tout de suite. Il y en a une qui est partie en pleurant. Il y en a un qui était pas là, il m'a envoyé une lettre de solidarité, le dirigeant de la Somme. Bon, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, envoyez-moi, j'ai fait des lettres recommandées avec mon avocat, j'ai dit, envoyez-moi le texte de votre... Ils n'ont jamais été capables de le faire. Donc après, moi, j'ai pris ma décision quand même, parce que c'est une autre histoire, beaucoup plus sérieuse, là. On parle d'un petit événement, d'une bévue, mais c'est l'histoire du Parti Socialiste dans les 5 dernières années. Il a perdu 7 élections, quand même. Les municipales, les européennes, les sénatoriales, les territoriales et les régionales. Plus après la présidentielle, puis après les législatives. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? On avait tout en 2012. Les gens avaient un grand espoir en nous. Et moi aussi. Je conseillais à ma façon François Hollande pour qu'il réussisse. Et il a fait tout le contraire de ce pourquoi il était élu. Là où il disait je vais baisser la TVA, il l'a augmenté. Là où il disait je vais amnistier les syndicalistes, il l'a pas fait. Il a donné de l'argent au patron et pas au secteur public. Enfin, je vous énumère pas jusqu'à la loi El Khomri. Et là, aujourd'hui, pour vous, Gérard Filoche, il y a évidemment ce livre Macron ou la casse sociale, et votre but, c'est de provoquer l'unité de la gauche. Il n'y a pas de solution. C'est pas mon but. C'est toute la gauche aujourd'hui est orpheline de l'unité. Parce que tout le monde sait qu'il y a différentes composantes. Et il n'y a aucune composante qui est capable de dominer les autres. Même s'il y en a qui gonflent les biscottos, on sait bien que c'est pas vrai. La gauche est fragmentée. Et pour réussir à redresser et à lutter contre Macron. Alors moi, je donne dans mon livre, non seulement la critique détaillée, comme j'espère vous l'avoir fait aujourd'hui, mais aussi les solutions alternatives sur tous les points. Pourquoi il faut augmenter les salaires? Pourquoi il faut de l'égalité des salaires entre femmes et hommes? Pourquoi il faut la semaine de 32 heures? Pourquoi il faut revenir vraiment à la retraite à 60 ans? Pourquoi il faut pas plus de 5% de précaires dans les entreprises? Pourquoi il faut une transition écologique? Je développe tout ça de façon argumentée, chiffrée, avec les moyens d'un programme. Mais en fait, quand je fais ça, je pense que toute la gauche de ce pays est pour. Et la gauche, elle est majoritaire à la base. Elle s'est abstenue beaucoup dans les élections récentes. Parce qu'elle n'était pas contente de Hollande et elle n'avait pas d'alternative. Et il ne peut pas y avoir à nouveau une possibilité de victoire. Si on ne met pas Hamon, Mélenchon, Pierre Laurent, Cécile Duflot, que sais-je, autour de la table et qui disent à tout le monde, bon voilà, on sait quels sont les axes d'un programme commun. Et maintenant, on ne joue plus. On arrête Macron et on vous propose une vraie alternative, une vraie transformation sociale. Vraiment, on va redistribuer les richesses qui existent dans ce pays. Merci Gérard Filoche. Je rappelle le titre de votre livre, Macron ou la casse sociale, et c'est publié aux éditions L'Archipel. Merci. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.